tous et bienvenue pour cette session consacrée à la sécurité alimentaire. Question évidemment cruciale dans un monde qui compte 8 milliards d'êtres humains et 10 milliards en 2050, nous dit l'ONU, et où les terres agricoles sont évidemment limitées et en tout cas assez inégalement réparties sur la planète. Le contexte international aujourd'hui de guerre en Ukraine et le réchauffement climatique nous oblige à nous intéresser à cette question de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la disponibilité des ressources, l'accès à ces ressources, l'utilisation que l'on en fait et comment on assure la stabilité de ces ressources pour nourrir l'ensemble du globe. Alors dans ce contexte, nous allons nous intéresser à la dimension géopolitique, à la souveraineté alimentaire, au rôle de l'Europe, à la problématique de l'Afrique et à la nécessité de construire des systèmes inclusifs pour enrayer la famine. Alors avant de commencer cette session, je voudrais tout de suite donner la parole à Akiko Suwa-Eisenman. Bonjour Akiko. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes économiste, membre du Cercle des économistes et c'est vous qui avez coordonné l'ensemble de cette session. Bonjour. Je voudrais dire quelques mots pour introduire cette session. Donc la sécurité alimentaire, elle est menacée à court terme et à long terme. À court terme par des crises. L'interruption des échanges pendant les confinements dus au Covid-19, puis la guerre en Ukraine, qui est un exportateur important de blé, d'oléagineux et d'engrais. La sécurité alimentaire est aussi menacée structurellement, peut-être plus structurellement qu'à long terme, parce que le changement climatique est déjà là, et aussi par le changement démographique. Il s'agit de nourrir une planète à 8 milliards d'habitants. En 2050, nous serons 9,6 milliards d'habitants, avec des régions dans le monde où il y aura moins de population et plus de terres disponibles, et d'autres régions, ça c'est l'Europe, et d'autres régions dans le monde avec plus de population et moins de terres cultivables à cause du réchauffement, comme en Afrique. Excès d'offres d'un côté, excès de demande de l'autre. Une partie de la solution va résider dans le commerce. Il faudra plus de commerce international. Donc la sécurité alimentaire, ce n'est pas de l'autosuffisance alimentaire totale. On y reviendra sans doute au cours de ce débat. Le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim, ça diminuait depuis 1990 et ça re-augmente depuis 2015, donc avant le Covid et avant l'Ukraine. Maintenant, ça touche à peu près 10% de la population mondiale et sans doute encore plus, et c'est encore en augmentation. Et donc la faim dans le monde touche une personne sur 5 en Afrique, un peu moins d'une personne sur 10 en Asie ou en Amérique latine, mais et encore beaucoup moins en Europe et aux États-Unis, par exemple. Mais en 2030, donc, on pense que la faim dans le monde va toucher 670 millions de personnes. Ça fera à l'époque 8% de la population mondiale. On y revient au même taux qu'en 2015. On n'a pas progressé. Or, 2030, c'était cet objectif de développement durable que les Nations Unies, que nous tous, nous étions édictés. Ce deuxième objectif de développement durable, c'était éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Cet objectif est hors de portée. Mais comme on le voit, cet objectif de développement durable est bien plus que nourrir la population. C'était assurer une alimentation saine. Or, une alimentation saine, on sait qu'elle doit reposer sur beaucoup de fruits et de légumes. Vous savez que ce sont des aliments chers et qui est hors de portée des budgets modestes. Donc cette sécurité alimentaire, elle touche aussi les populations, les classes pauvres et moyennes dans les pays riches. La sécurité alimentaire, pour cette définition, repose sur 6 piliers. Les 3 premiers, c'est la disponibilité et l'accessibilité, c'est-à-dire les prix notamment,
ainsi que les caractéristiques nutritionnelles. C'est ça ce qui recouvre ce terme d'utilisation dans la sécurité alimentaire. Et donc, ces 3 premiers piliers, ça concerne non seulement les agriculteurs, mais aussi les industries et les services. Or, ces industries et services sont eux-mêmes en pleine reconfiguration et concentration. Quel est l'impact de cette concentration sur cet aspect de la sécurité alimentaire? La dépendance alimentaire, ce n'est pas seulement envers quelques pays, c'est aussi envers quelques acteurs très très importants, des multinationales, très importants pour notre alimentation. Le 4e pilier, c'est la stabilité, un approvisionnement constant en période de crise et de conflit. C'est exactement ne pas utiliser l'alimentation comme une arme, comme le font certains pays en ce moment. Le 5e pilier, c'est la durabilité, c'est-à-dire la capacité à régénérer l'alimentation pour les générations futures sur des bases environnementales, sociales et économiques. Le dernier et 6e pilier, c'est l'agencéité, un mot barbare, agency en anglais, ce qui veut dire, c'est un concept qui a été introduit par le prix Nobel Amartya Sen et qui veut dire faire en sorte que les individus et les groupes aient leur mot à dire. Et donc ça se résume en un adage, rien sur nous sans nous. Nothing about us without us. Donc par là, la sécurité alimentaire, vous voyez, elle est multidimensionnelle, multi-acteurs, avec peut-être des objectifs et des intérêts divergents, voire contradictoires. Comment s'y retrouver? C'est les questions que je pose à nos intervenants aujourd'hui. Merci. Alors, on va poursuivre cette session avec vous, Michel Barnier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes commissaire européen, vous êtes ancien ministre de l'Agriculture et vous avez écrit un livre qui va nourrir le monde. Vous posiez déjà cette question en 2008 quand vous étiez ministre. On a vu que la guerre en Ukraine a été un accélérateur, un révélateur de notre dépendance en matières premières agricoles, que le grenier à blé de l'Europe pouvait faire défaut. Alors plus largement, on voit que la question agricole aussi et de la production se pose dans un monde en pleine mutation. Quelles sont les solutions que vous pouvez nous apporter dans cette crise, Michel Barnier, et est-ce que l'Europe, finalement, a un rôle à jouer? Bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci de votre attention malgré cette chaleur, qui est d'ailleurs une partie du problème que nous allons devoir traiter dans cette table ronde. Et merci de votre invitation. Je ne suis plus commissaire européen, je l'ai été pendant 10 ans, et donc j'ai quelques souvenirs sans nostalgie. Je voudrais évoquer 3 points pour être utile dans ce débat avec l'expérience que j'ai pu construire. Essentiellement sur la question européenne. D'abord un mot de la politique agricole commune, la PAC, et les dangers qu'elle court, de l'Ukraine et puis du rôle de l'Union européenne pour répondre à votre question dans le monde, puisque nous ne sommes pas seuls, et de moins en moins seuls. Sur la PAC, mesdames et messieurs, l'Union européenne est un formidable projet, mal compris, mal expliqué, qui a pu faire des erreurs, mais qui a consolidé cette unité, je ne parle pas d'uniformité, l'unité des 27 pays sur des politiques. La première politique économique européenne, ça a été la politique agricole commune, dans les années 60, qui répondait à 2 questions liées à la sécurité alimentaire. La sécurité, c'est la suffisance. Est-ce qu'on a des aliments, une alimentation suffisante, abondante? Et puis c'est aussi la sûreté. Est-ce que ce qu'on mange est traçable, et c'est la sécurité des produits que l'on mange, donc la traçabilité, la qualité de ces produits. Et c'est le contrat qu'on a passé avec nos agriculteurs il y a 60 ans, M. Blandinière pourra en parler mieux que moi, avec une autre dimension qui justifie la PAC, et le contrat financier qu'on a avec les paysans, c'est l'entretien et la vie des territoires. Ma conviction, je ne le dis pas seulement comme ancien ministre de l'Agriculture, c'est que si on supprimait la PAC, ça coûterait beaucoup plus cher. À la fois sur ce qu'on devrait importer, faute de produire, l'aseptisation de la nourriture à l'américaine,
Nous avons la chance de produire on le sait bien dans cette région, des produits de qualité qui ont des couleurs, des odeurs, une traçabilité, et puis la vie des territoires. Voilà. Cette politique, elle doit évoluer, elle doit s'adapter en permanence aux nouveaux challenges. Les pandémies animales et humaines, la question de l'eau, la recherche, la résistance des produits, des plantes, et bien d'autres enjeux. Le gaspillage, mesdames et messieurs, 1/3 des aliments qu'on produit dans le monde sont perdus ou gaspillés, 1/3. Hein. Il y a plein de défis, il y a plein de réformes à faire, mais il faut garder cette politique. Et je dis ça à un moment où, à Bruxelles, on emploie un mot de plus en plus, qui a été d'ailleurs utilisé tout à l'heure dans la précédente table ronde, si j'ai bien entendu, de dehors, qui est le mot de décroissance. Il y a une idéologie qui monte en puissance à Bruxelles, je vais la résumer, qui consiste à dire pour polluer moins, il faut produire moins. Moi, je pense, ayant été élu local dans une superbe région, pas très lointaine d'ici, et ayant eu l'honneur d'être ministre à plusieurs reprises, qu'on doit polluer moins et produire plus. Et qu'on peut produire plus en polluant moins, avec les agriculteurs et avec la recherche et l'innovation. Ça, c'est le grand enjeu. Si on produit moins en Europe, on rompt le contrat passé avec les paysans, mais surtout, on ouvre des failles dans lesquels, je vous le dis, immédiatement s'engouffreront les Chinois, les Brésiliens et les Américains, avec d'autres modèles de production que le nôtre. Donc je veux dire que le grand débat aujourd'hui à Bruxelles, il est de résister à cette théologie, à cette idéologie, à cette rhétorique de la décroissance, et de dire qu'on doit, avec les agriculteurs, polluer moins et produire plus. Deuxième point, l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont les deux grands pays producteurs de céréales et ils sont en guerre l'un contre l'autre. Et ça déstabilise tous les marchés, sans parler de la tragédie que vit courageusement le peuple ukrainien qui défend sa souveraineté et des valeurs qui sont simplement les nôtres. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut leur consolider la perspective d'être européens dans l'Union avec nous un jour. Mais en attendant, tout est déstabilisé. Et l'une des leçons qu'on tire de cette crise, de cette guerre, au-delà de la solidarité qu'on doit aux Ukrainiens, c'est qu'il faut réduire nos dépendances. Dépendances énergétiques, gaz et électricité, pétrole, diversifier, moins dépendre d'un seul partenaire, plus d'indépendance ou d'autonomie en matière de sécurité et en matière alimentaire aussi. Voilà. Vous avez tous, mesdames et messieurs, comme mon épouse ou moi-même, cherché dans les magasins il y a quelques mois de l'huile de tournesol. Hein. Le tournesol est essentiellement produit en Ukraine et donc c'est une des conséquences qu'on a suivies. Donc il faut être moins dépendant. Et c'est ma deuxième leçon. Ma troisième leçon, c'est de dire que l'Union européenne n'a pas de leçon à donner au monde, mais elle a son rôle à tenir et sa place à tenir dans l'organisation de l'ordre ou du désordre du monde. Voilà pourquoi je plaiderai jusqu'au bout de ma vie publique pour qu'on soit patriote et européen. Européen en plus d'être patriote, parce que si on n'est pas européen, on est foutu, voilà ce que je pense. On n'est plus capable d'être à la table de ceux qui décident de l'ordre ou du désordre du monde. Et nous devons être à cette table, non pas pour donner des leçons, simplement exprimer une expérience, nos valeurs, nos intérêts, les autres ne se gênent pas, et aussi notre solidarité. Je voudrais dire juste télégraphiquement 4 idées. La première sur le commerce, madame, dont vous avez parlé. Il y a un mot nouveau qu'on introduit dans les négociations commerciales de l'Union européenne, puisque c'est une politique européenne, le commerce, avec nos partenaires dans le monde, qui est le mot de réciprocité. C'est un mot très important pour l'agriculture, qu'on n'échange pas des produits, qu'on n'importe pas des produits chez nous, qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos propres producteurs. Réciprocité. Deuxième idée, la coopération et le développement. On va beaucoup parler des migrations dans les temps qui viennent, elles vont s'accroître. La réponse aux migrations, ce n'est pas seulement les frontières, ça doit être la coopération et le développement, notamment avec cet immense continent qu'est l'Afrique. Comme je le dis entre parenthèses, la réponse aux émeutes, dont on parle très peu d'ailleurs dans
ces rencontres d'Aix-en-Provence, ce n'est pas seulement de la sécurité, c'est aussi d'autres réponses. S'agissant des migrations de l'Afrique, nous avons un intérêt en même temps qu'un devoir à coopérer. Et moi je pense, je l'ai dit lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, que les grandes régions africaines, mais d'autres ici le diront peut-être ou me contrediront, les grandes régions africaines, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et peut-être le Centre, auraient intérêt à créer, comme nous l'avons fait avec leur culture, leur méthode, leur tradition, quelque chose qui ressemblerait dans ces grandes régions à un marché commun, pour mutualiser. C'est un mot que j'aime bien, qui, de mon point de vue, caractérise le mieux le projet européen, qui n'est pas de fusionner les nations, mais de mutualiser, en respectant les différences. Mutualiser, gérer ensemble les productions, les transports, l'eau, qui manque tant en Afrique, et aussi la lutte contre les risques, je pense au criquet ou à d'autres risques graves. Gérer ensemble, comme nous l'avons fait en Europe. On est plus fort ensemble. Donc, et s'il y avait des marchés communs agricoles en Afrique du Nord, de l'Ouest ou de l'Est, ça serait plus facile pour nous de coopérer avec eux. C'est la deuxième idée. La troisième idée, elle est celle de maîtriser les marchés financiers agricoles. J'ai eu l'honneur de gérer les marchés financiers européens, d'être régulateur européen. Il y a trop de spéculation. Il y a des gens qui n'aiment pas la lumière, qui gèrent dans l'ombre et qui n'en ont rien à faire des famines. Il faut mettre des règles. Il faut une régulation mondiale, des limites de marché, de la transparence, du reporting, pour éviter qu'un certain nombre de gens à Chicago ou ailleurs, ou en Suisse, gèrent les marchés agricoles au détriment des consommateurs et au détriment des producteurs. Voilà. La dernière idée, c'est que toutes ces questions qu'on va évoquer coûtent beaucoup d'argent, et qu'il va falloir financer la transition écologique, climatique, dans beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens de le faire, et que c'est d'autres intérêts. Et je veux dire, même dans un cercle comme celui des économistes qui est assez libéral, que je garde la conviction, que j'avais exprimée il y a quelques années, qu'il faut créer une taxe sur les marchés financiers, sur un taux très faible et une assiette très large, pour obtenir l'argent dont on doit avoir besoin dans le monde pour financer la transition écologique. Merci. Thierry Blandinière, vous êtes directeur général d'Invivo, premier groupe coopératif agricole avec 185 coopératives, 12 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez entendu Michel Barnier. Est-ce que pour vous, vous partagez son constat, les défis qu'il faut relever, produire plus, polluer moins, réduire notre dépendance et puis surtout l'importance de l'échelle européenne pour résoudre la sécurité alimentaire? Bonjour à tous, ravi de revenir encore une année ici, un peu sous la chaleur, mais bon, il faut s'adapter. Je dirais que, bien sûr, tout ce qui a été dit par M. Barnier, on peut être que d'accord, et maintenant la question c'est comment le traduire en modèle économique pour les entreprises, et de voir comment, à partir des politiques publiques, on peut répondre à ces attentes économiques, sociétales, environnementales. Les crises ukrainiennes, la crise sanitaire, la crise ukrainienne a révélé à l'opinion publique que la France avait une agriculture forte. On a pu continuer à produire, pas que pour la France, à l'échelle européenne, et ça a été dit, mais aussi pour nos amis africains. On a augmenté notre potentiel de production pour compenser une partie du manque de volume venant de l'Ukraine, et on a exporté plus de céréales vers l'Afrique de manière très conséquente ces derniers mois. Donc la souveraineté pour nous, elle est à l'échelle européenne, et il faut renforcer les politiques publiques, renforcer la PAC, et avoir une PAC européenne à l'échelle européenne, c'est essentiel. Ne pas commencer à détricoter la PAC pour avoir des politiques locales coordonnées par l'Europe. Il faut plus de verticalité dans la PAC, parce qu'il s'agit de souveraineté, il s'agit de compétitivité, il s'agit de bataille mondiale dans un monde très fragmenté, avec des crises à répétition. Et la France ne doit pas lâcher son agriculture comme elle a lâché son industrie, ou comme elle a lâché son nucléaire, pour revisiter après, ça coûte plus cher. Donc on a encore la chance d'avoir une agriculture qui est debout. Il faut l'utiliser comme un atout pour les consommateurs français, pour les consommateurs européens, mais aussi pour le monde,
pour peser géopolitiquement dans le monde aujourd'hui. On a notre mot à dire. Et le levier des céréales est un levier que Poutine utilise aujourd'hui fortement. Fortement. Je rappelle qu'en 2014, première invasion de la Crimée, quelques provinces aussi, la bataille a commencé en Ukraine. On en parlait un peu. Il y a eu un boycott de l'Europe. La réponse de Poutine, ça a été de dire j'ai relancé mon agriculture. Je rappelle que la Russie importait des céréales françaises en 2014 et que la Russie aujourd'hui est le premier exportateur de céréales mondial. Vous avez vu la capacité et la résilience du modèle économique russe qu'il ne faut pas sous-estimer. Et à partir de là, la géopolitique chez nos pays en Afrique est terrible pour nous parce que on voit bien sûr les Chinois s'installer partout pour financer les infrastructures et on voit les Russes s'installer aussi sur l'axe de la sécurité alimentaire de plus en plus et nous marginaliser. L'Algérie aujourd'hui qui était un pays essentiellement, on va dire, en lien avec la France, commande la moitié de ses céréales en Russie. Voilà. Et à partir de là, nous devons réagir. Nous devons être force de proposition. Nous devons avoir une agriculture compétitive. Et pourquoi les Algériens achètent en Russie? Parce que c'est 20 € la tonne moins cher aujourd'hui. C'est juste ça. Donc ça, je comprends aussi très bien. Mais tout ça pour dire que nous devons construire une agriculture compétitive à l'échelle mondiale pour délivrer des prix aussi compétitifs, pour à valeur égale proposer une agriculture plus durable mais compétitive en prix. Parce que l'inflation est un vrai sujet dans l'alimentation mondiale, ça a été dit. Donc le bon niveau, c'est quelque chose qui se situe dans le meilleur rapport qualité-prix à l'échelle mondiale pour qu'on puisse continuer à exporter dans de bonnes conditions dans le monde entier notre agriculture, notre savoir-faire. Et notre agriculture, elle doit être durable, elle doit innover et elle doit se positionner comme une agriculture pionnière dans le futur du monde agricole. La France est un grand pays agricole. On a eu énormément de talents dans l'innovation en France. On doit recréer absolument ce terrain de jeu d'innovation, de recherche et développement. Bien sûr, quand on parle d'agriculture, on parle de semences. Bien sûr, quand on parle de semences, on parle d'OGM. Bien sûr, aujourd'hui, quand on parle d'OGM, on parle de NBT. Vous connaissez le débat et les assimilations dogmatiques qu'il y a aujourd'hui en Europe, qui n'est pas un sujet dans les autres pays du monde. Je pense que là, je ne sais pas si ça va aller au bout, mais les discussions qu'il y a sur la table aujourd'hui pour commencer à découpler les NBT, c'est-à-dire, on va dire, l'hybridation naturelle des plantes et ne pas l'assimiler aux OGM, c'est une solution et une réponse à l'équation produire plus, mieux et durable. Et donc, nous avons énormément aujourd'hui de solutions sur la table et nous avons la chance à l'échelle européenne de pouvoir créer des grands champions pour lutter contre les grands compétiteurs mondiaux. Je rappelle que l'agriculture, s'est fragmentée, mais dans le monde, vous avez 4-5 grandes entreprises qui gèrent tous les flux des céréales mondiales, les fameuses ABCD. Aucune est en France, puisque Dreyfus, on va dire, est un peu parti en Suisse, quelque part, mais bon, voilà. Mais quelque part, nous devons recréer des champions européens. Nous devons, et c'est le projet d'InVivo, nous devons peut-être imaginer de discuter avec les Allemands de créer un Airbus de l'agriculture pour avoir à l'échelle européenne un champion économique capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. En tout cas, c'est le projet d'InVivo, on tend la main aux Allemands, on a envie de travailler là-dessus et du coup, ça permettrait de consolider la politique européenne par un acteur économique qui a la taille critique mondiale en Europe. Ça, c'est notre projet et qui pourra financer l'innovation et la durabilité. Merci. Amadou Seck, vous êtes directeur général associé de Rogerm Sénégal, vous êtes également vice-président du MEDEF sénégalais. Vous avez entendu Michel Barnier qui parlait de coopération avec l'Afrique. Est-ce qu'effectivement l'insécurité alimentaire, c'est une préoccupation constante pour le Sénégal et plus largement pour l'Afrique? Est-ce que ça passe par cette sécurité alimentaire pour vous, par une coopération justement avec l'Europe? Est-ce que vous avez d'autres solutions pour assurer votre sécurité alimentaire? Merci. Je suis ravi d'intervenir à ce rendez-vous incontournable. Je félicite et remercie M. Lorenzi pour l'excellent accueil, mais surtout la qualité des intervenants et des interventions. Effectivement, je suis directeur général associé de Rogerm, qui est une filiale française au Sénégal que j'ai créée en 2002.
Et c'est un groupe qui possède 13 filiales dans le monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb, etc. Et notre métier est de fabriquer des solutions technologiques pour les utilisateurs de farine pour de l'agroalimentaire. Donc au Sénégal, nous avons une filiale qui est importante dans le groupe, puisque nous produisons, nous commercialisons au Sénégal, mais également dans la sous-région. Pour répondre à M. Barnier, le Sénégal est dans une zone qu'on appelle l'UEMOA, où il y a 8 pays et il y a un marché commun, ce qui nous facilite aujourd'hui nos produits de Dakar à Abidjan ou de Dakar à Bamako et dans d'autres pays. J'en profite également pour saluer, être fier du Sénégal qui vient avec notre président de renoncer à un 3e mandat qui était extrêmement important pour la stabilité de la zone, sachant que plus de 3 pays de l'UEMOA aujourd'hui sont dirigés par des militaires après des putsch. Je crois que le président Macky Sall est intervenu en visio à l'entrée, à l'ouverture, et je crois que c'est important de souligner cette stabilité économique légendaire du Sénégal qui nous a permis depuis Senghor d'avoir un pays stable et un pays tourné vers l'émergence. Alors, vous savez, merci. Vous savez, la sécurité alimentaire en Afrique, comme un peu partout, est érigée en souveraineté économique. Et ça, c'est une leçon principale qu'on a appris du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Principalement au Sénégal et dans tous les pays africains, il y a eu une grosse frayeur avec la guerre en Ukraine parce que tous ces pays importent exclusivement des céréales dans des pays occidentaux et en Ukraine et en Russie. Donc il a fallu une réponse. Et pour vous dire, aujourd'hui au Sénégal, on importe 800 000 tonnes de blé. L'Égypte est le premier pays importateur de blé, à peu près 10 millions de tonnes, suivi de l'Algérie, 7 à 8 millions de tonnes, le Maroc, 5 millions de tonnes, la Tunisie, etc. Et donc, face à cette situation dramatique, parce qu'on était quand même très proche d'une situation de famine, nous avons aujourd'hui, les pays ont réagi. Pour le cas du Sénégal, la réponse locale, elle a été de rassembler les acteurs et l'État a pris des mesures fortes, une mesure principalement budgétaire pour le cas du blé, comme il a dit, pour maintenir le prix du pain. Donc la mesure forte a été de renoncer à la TVA sur le blé, renoncer aux droits de douane également pour permettre de maintenir le prix du pain qui est un élément indispensable dans l'alimentation des Sénégalais. Donc c'est une mesure forte budgétaire que l'État a pris, également sur le gasoil, etc., des subventions. L'État a été obligé de réduire l'enveloppe pour pouvoir permettre aux populations de continuer à avoir des produits à des prix raisonnables. Nous avons également initié, en parlant du blé, nous avons initié la culture du blé. Il faut savoir que le blé est cultivé principalement dans le nord. Certains pays africains en cultivent très peu. Mais la leçon a été apprise pour atteindre cette souveraineté alimentaire, d'initier une culture du blé. Nous y avons participé et il y a eu des projets pilotes, des périmètres qui ont été cultivés et nous avons obtenu des résultats intéressants. Alors, la principale difficulté réside sur l'identification variétale, parce que certaines variétés de blé qui sont valables, cultivées en Europe, ne sont pas valables sur l'Afrique. Donc nous avons eu des variétés de blé qui ont donné de bons rendements et des analyses physico-chimiques correctes qui permettent d'avoir de la farine de qualité. Certains pays, comme le Sénégal, le Nigeria, a initié également cette culture de blé et ils ont réussi à avoir des quantités extrêmement importantes. L'autre
riposte, ça a diversifié au niveau des céréales. Nous cultivons du mil, du sorgho et d'autres céréales. Et l'État a initié la production, surtout au niveau des boulangeries, de pains spéciaux pour incorporer cette céréale locale. Il y a des limites, des entraves. C'est aujourd'hui le blé est redescendu à un niveau normal, à peu près 240 € la tonne. Le cours est devenu normal, ce qui a permis aujourd'hui à l'État de souffler. Mais également, nous avons des limites au niveau foncier, des limites au niveau du prix de ces céréales, parce que le mil n'est pas suffisamment cultivé au Sénégal. C'est le problème de l'offre et de la demande qui fait que ces céréales il faut une véritable volonté politique pour pouvoir développer d'autres céréales et initier avec la technologie, avec la recherche et développement des pains, d'autres types qui permettront aux populations de se nourrir. Merci. Alain Chibozo, vous êtes chef économiste à la Banque ouest-africaine de développement. Un mot sur le rôle d'abord de la BOAD. Et puis, dites-nous comment elle fait pour relever les défis de la sécurité alimentaire aujourd'hui. Et est-ce que, comme le disait Amadou Seck, l'Afrique a la capacité d'atteindre sa souveraineté alimentaire, voire même d'aller plus loin et de tirer son épingle dans le jeu du commerce mondial? Bonjour et merci de me donner la parole. Je crois qu'il y a un consensus effectivement, et je rejoins tout à fait les propos de M. Seck. L'Afrique a la possibilité, le potentiel, la capacité de tendre vers ce que vous appelez la sécurité alimentaire. Bon, maintenant, nous sommes une banque de développement. Nous, la Banque ouest-africaine de développement, c'est la banque qui finance tous les projets de développement des 8 pays de la zone CFA, de la zone UEMOA, dont parlait M. Seck. Donc on parle de 130 millions d'habitants, le PIB par habitant, c'est à peu près $1000. Donc on parle d'un PIB de la région de l'ordre de 130-140 milliards de dollars. Alors, la sécurité alimentaire, quel est le problème? Donc, le premier problème, je dirais, c'est que quand on finance le développement chez nous, il faut savoir que 60% des emplois sont liés à l'agriculture. Et le PIB, c'est 26% du PIB, c'est l'agriculture. Donc, financer le développement sans parler d'agriculture, c'est pas possible, on va nulle part. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on part de très très bas, c'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, l'essentiel des efforts ont été de dire on va financer le développement en s'appuyant sur des dons. Mais en fait, ça ne marche pas parce que le don, ce n'est pas durable. De temps en temps, il y en a, de temps en temps, il n'y en a pas. Et puis, ça ne marche pas du tout parce que chez nous, c'est des populations, ça double tous les 20 ans. Donc, il faudrait que les dons doublent tous les 20 ans. Et en fait, c'est à peu près le contraire. Donc, on s'est retrouvé dans une impasse il y a une vingtaine d'années. Et donc, on a décidé donc de créer des nouveaux mécanismes et de revoir comment faire en sorte pour investir, pour drainer des fonds, pour drainer des ressources, pour rebâtir l'écosystème. Parce que ce n'est que quand l'écosystème sera bien fait qu'on pourra attirer des producteurs, on pourra attirer donc beaucoup de partenaires pour développer notre agriculture. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture chez nous, je vais vous donner un chiffre, un seul chiffre, le rendement à l'hectare en céréales, le pays le plus avancé dans notre zone, c'est la Côte d'Ivoire, c'est 2 tonnes à l'hectare. Le pays qui souffre le plus aujourd'hui, c'est le Sahel, c'est le Niger, on est à 1 demi-tonne à l'hectare. Bon, c'est des chiffres à mettre en perspective. Les États-Unis sont à 8 tonnes à l'hectare et je crois qu'en Europe, vous êtes à plus 6 tonnes. Voyez, donc c'est vrai qu'au-delà de 4 tonnes, on commence à pouvoir réfléchir à ce que vous disiez, faire une agriculture moins polluante. Mais nous, on n'en est pas là. Nous, on a encore une question de quantité. Il n'y a pas assez. Et puis surtout, aujourd'hui, on n'est pas mécanisé. On ne sait pas faire. Et donc ça, c'est un problème. Et donc la mission donc, de la Banque de développement, c'est en même temps de gérer l'urgence, parce que les populations doublent, parce qu'il faut nourrir tout le monde, parce que le prix, en fait, notamment suite à la guerre de l'Ukraine, le prix des matières augmente et on importe beaucoup. Donc ça va être compliqué. Il faut gérer ça. Mais dans le même temps, on ne peut pas utiliser 100% des ressources que nous drainons sur ce sujet urgent
Parce qu'on a l'avenir, on a nos enfants, on a nos petits-enfants. Il faut penser qu'un jour, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'université, eh bien, ils ne seront jamais au niveau scientifique. Et sans atteindre ce niveau scientifique, ils n'auront aucune chance de se bagarrer dans un monde où vous autres pays développés, vous bagarrez déjà avec les Américains et les Chinois. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à faire et il faut s'organiser. Et ça, c'est notre mission. Donc, comment on fait ? Alors, comment on fait ? D'abord, on a 3 principes. Le premier principe, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul, donc il faut prendre toute la bonne volonté. Voilà pourquoi on a des partenaires. On est des partenaires en Europe, on est des partenaires en Inde, on est des partenaires en Chine, en sachant que souvent, chacun de ces partenaires nous apporte beaucoup. La deuxième chose, c'est, parmi les priorités, on est quand même obligé de faire des hiérarchies. Il faut savoir que tant qu'on n'a pas accès à ce qu'on appelle une énergie durable et abordable, on va nulle part. Sans énergie, on ne peut pas tirer de l'eau. La pompe ne va pas fonctionner s'il n'y a pas d'énergie. Donc on a besoin d'une énergie accessible à tout le monde. Sans énergie, il n'y a pas de chaîne du froid. La dame qui collecte ses tomates et qui les vend le lundi matin, sans énergie, il y a les mêmes tomates le vendredi, mais vous connaissez sur nos marchés, ils sont pourris. Donc tout va à la poubelle. Et ils vont à la poubelle, pourquoi ? Parce qu'à 20 km de là, il n'y a pas de route, et bien il y a des gens qui, eux, seraient ravis de manger cette tomate pourrie. Donc les infrastructures. On a un problème d'infrastructure. Vous voyez ? Donc faire d'abord de l'énergie. L'énergie nous permettra de faire 1, de l'agriculture, 2, de mécaniser, 2, de faire de l'agroalimentaire, de remonter la chaîne, vous voyez ? Et pour faire ça, il faut bien entendu beaucoup d'argent. Hein. Vous savez, c'est des programmes d'investissement qui se comptent par milliards de dollars avec en fait, des gaps de financement très importants. Et donc pour faire ça, nous, notre métier, la Banque Ouest Africaine de Développement, c'est d'expliquer un petit peu à tous les bailleurs, à toutes les personnes qui ont de l'argent, à toutes les personnes qui peuvent investir, quel est leur intérêt d'investir et de nous accompagner dans nos défis. Alors, quel est leur intérêt ? Bon, d'abord, c'est clair que quand on regarde en grande masse, hein, je vais vous prendre un pays tout simple. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est 210 millions d'habitants. Hein. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que dans 30 ans, le Nigeria, il est plus peuplé que les États-Unis d'Amérique. Hein. Donc il y a intérêt effectivement à faire en sorte que toutes ces populations aient accès vers ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et puis, si on traite la sécurité alimentaire, on va forcément devoir traiter la sécurité des producteurs alimentaires, de nos paysans. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple, l'histoire du changement climatique. Chez nous, aujourd'hui, dans notre zone, 90% de l'irrigation, ça vient de la pluie. Or, avec le dérèglement climatique, la pluie, de temps en temps, elle arrive trop tôt, de temps en temps, elle n'arrive plus du tout, et puis de temps en temps, elle arrive et puis elle effondre tout. Et si le producteur n'arrive pas à se relever de ce genre de crise, ben, il ne sera pas là demain, il n'y aura pas de producteur l'année prochaine. Donc il y a la question de l'assurance agricole. Il faut assurer le producteur de la sécurité alimentaire. Et donc, ça c'est notre travail. Donc parler à des banquiers, parler à des assureurs, parler à des bailleurs de fonds, parler à tous ceux qui voient qu'il y a un intérêt à faire cela. Parce qu'en fait, en faisant cela, on va réussir à créer ce qu'on n'a pas encore réussi à avoir, c'est-à-dire sécuriser la consommation alimentaire d'une population qui ne cesse de grandir. Vous savez, chez nous aujourd'hui, les gens en moyenne, c'est 20 ans l'âge de population. Donc ils sont là aujourd'hui, il y en aura plus, et de toute façon, dans 40 ans, ils seront encore là, ils auront juste 60 ans. Ils seront là. Donc c'est un sujet. Et puis, pour faire tout ça, il faut faire des infrastructures. Les infrastructures, alors on dit souvent que le problème des infrastructures, c'est qu'on est des pays risqués et que les gens n'osent pas venir investir chez nous pour faire des infrastructures. Bon, la vérité, c'est que faire des infrastructures chez nous, c'est de l'énergie. Chez nous, l'énergie, on a le solaire. Le soleil est gratuit. On a l'éolien, c'est gratuit. On commence à avoir de la bonne technologie qui nous vient de Chine, qui nous vient donc d'Inde. Et l'intérêt de ces technologies-là, c'est qu'elles ne sont pas très chères, elles sont à coût abordable. Mais bien entendu, il nous faut des partenaires pour nous apprendre à faire, pour nous aider, pour faire toute la partie de mise en place. Et souvent, ces partenaires sont réticents à venir parce qu'ils disent « mais moi, si j'apporte 100 unités de dollars pour développer un pays, vu la gouvernance de vos pays, vu ce qui se passe, je risque ces 100 unités de les perdre. » Et en fait, le vrai problème des investisseurs, et surtout des investisseurs privés, c'est qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la situation où ils perdent tout ou partie de ce qu'ils ont apporté.
Donc nous, Banque de développement, ce que nous pouvons faire, c'est leur dire le risque de perte, ce qu'on appelle les premières pertes, elles sont cantonnées à un certain stade de développement des projets. Et vous savez, donc tous les projets de développement, c'est des cycles très longs. On investit sur 15 ans, sur 20 ans. Donc nous, aujourd'hui, plutôt que de dire nous allons utiliser toutes nos ressources pour financer des pompes, ce que nous faisons, c'est que nous cherchons des partenaires qui vont investir pour faire des pompes et que sur un certain démarrage du projet, il y aura un risque de perte et que ce risque-là, nous allons l'assurer nous. Et que s'il intervient, nous le prendrons en charge. Et s'il n'intervient pas, c'est parfait. Parce que l'investisseur est content, il vient, il va faire des pompes. Alors, vous avez raison, Monsieur Barnier, quand vous dites qu'il faut faire un marché commun. Bien sûr qu'on va faire le marché commun, bien sûr qu'on va faire la ZLECA, la zone de libre coopération, de libre-échange en Afrique. Bien sûr que nous allons le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Mais avant de le faire, avant de faire lever toutes les barrières, en fait, on a des étapes à passer. Parce qu'on a encore trop de disparités. On a encore des endroits, au sud, sur la partie côtière, vous avez des infrastructures. Et vous allez dans le nord, vous vous rapprochez du Sahel, il n'y a plus d'infrastructures. Et surtout, quand vous entendez parler de problèmes de sécurité, vous imaginez que les djihadistes, quand ils arrivent, les populations s'en vont et ils massacrent les infrastructures. Et donc, une fois qu'on a massacré les infrastructures, le personnel privé se demande s'il va revenir reconstruire ces infrastructures. Donc, vous voyez, tout est lié. Il y a sécurité alimentaire, il y a sécurité du producteur alimentaire, il y a sécurité tout seul, il y a beaucoup de choses, mais je ne veux pas être trop long. C'est un débat passionnant. Merci. Catherine Megan, vous êtes vice-présidente associée et conseillère juridique du Fonds international de développement agricole et vous avez une approche assez globale. En gros, vous dites s'il y a des crises, il y a la faim dans le monde. Quelle est la solution que vous proposez pour enrayer finalement ce cercle vicieux? Thank you so much. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais. C'est vrai qu'il y a un cycle vicieux entre la faim et les crises. On a entendu parler ce matin de toutes les crises qu'on connaît déjà, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix alimentaires, du carburant, des engrais, les impacts des changements climatiques, particulièrement pour les agriculteurs qui dépendent de la pluie. Le besoin d'un investissement à long terme et de capter des investissements à long terme pour financer l'agriculture. Malheureusement, aujourd'hui, ce cycle vicieux de crise et de famine et de faim dans le monde reste. 1,3 milliard de personnes dans le monde étaient en situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a encore plus de conflits dans le monde que chaque année depuis que les Nations Unies ont été créées en 1945, avec une estimation de 2 milliards de personnes qui vivent dans des pays qui sont affectés par les conflits. Donc nous avons besoin de casser ce cercle vicieux de faim et de crise. Nous savons que les crises entraînent la faim et la faim suscite ou encourage les crises. Donc je crois que pour réussir, il faut une approche à multifacettes avec des investissements à long terme dans l'agriculture et dans la sécurité alimentaire dans les pays en développement. 80% des très pauvres vivent dans des endroits ruraux. Et les zones rurales sont exactement là où l'IFAD, le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA en français, c'est là où on agit. On agit avec une approche multifacette. Qu'est-ce que cela signifie? Des investissements à long terme, regarder la durabilité des agences ayant les locaux au centre de leur projet et les laisser faire leur propre choix sur savoir comment ils veulent construire des communautés agricoles viables et durables, se rapprocher de l'ICT pour du développement, avoir les meilleures techniques. Voilà ce qui fait partie de cette approche. Je vais vous donner un exemple d'un projet du FIDA pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait. On a été fondé dans les années 90 pour répondre à la crise du carburant. Et maintenant, on voit une crise qui est peut-être encore plus grande,
qui se passe au niveau mondial. Donc moi, j'ai choisi le Sénégal parce que je trouvais que ça serait une bonne manière d'illustrer votre discours très intéressant. Comme vous le savez, au cours de la dernière décennie, 40% du Sénégal, des mangroves côtières, des forêts de mangroves, ont été décimées par les changements climatiques, y compris une sécheresse continue. Donc là, ça a évidemment un impact énorme climatique, mais ça a aussi un impact économique énorme parce que les arbres des mangroves sur ces zones côtières font vivre les villages. Et il y a des fermes également qui sont en bordure de ces mangroves qui risquent d'être complètement effacées, balayées. Donc le FIDA a investi dans des coopératives qui sont gérées par des femmes pour réhabiliter ces zones et pour réhabiliter les mangroves. Cela protège les villages côtiers, ainsi que cela permet aux pratiques traditionnelles d'élevage et également de leur présenter la production d'huîtres, qui est une denrée plus rare et donc économiquement plus viable. Donc il y a une fermière qui gère une de ces coopératives qui maintenant produit des huîtres qui sont attachés à l'arbre de la mangrove dans la mer. Donc ils ont fait du renforcement de capacité partout dans leur coopérative. Et non seulement ils produisent des huîtres, mais ils arrivent également à les vendre en paquets, et les packager et à les vendre à un prix plus abordable. Aujourd'hui, Marianne nous dit que non seulement son village est protégé d'être balayé par la mer, mais également elle est une entrepreneuse qui a une réussite. Elle arrive à envoyer ses enfants à l'école et à réinvestir dans sa communauté. Voici le type d'investissement durable à long terme qui est nécessaire dans le monde de l'agriculture. Je voudrais dire un mot rapide sur l'inclusion dans l'agriculture. Moi, j'ai été frappée par la séance que nous avons eue vendredi soir avec Madame Christine Lagarde qui demandait où sont les femmes. Et je voudrais ramener ça à l'agriculture. Vous savez que la moitié des calories du monde sont produites par des femmes. Et pourtant, les femmes ont le titre de sont responsables de 15%, 1,5%. Elles sont propriétaires de 15% des terres qui produisent cette production agricole. Si les femmes avaient accès aux mêmes ressources de production que les hommes, jusqu'à 150 millions de personnes échapperaient à la pauvreté. Ça, c'est une statistique qui est très forte et très puissante et je pense qu'il montre l'importance de l'inclusion. Je crois qu'avec une approche pluridimensionnelle et ensemble, nous pouvons régler le problème de la faim et des crises et de casser ce cercle vicieux. Quelques minutes, quelques précieuses minutes avant de conclure. Alors je vais vous demander à chacun, en 1 minute, si vous aviez un défi que vous voudriez mettre en avant pour assurer la sécurité alimentaire, quel serait-il? Michel Barnier, est-ce que vous voulez bien commencer? Alors 1 minute chacun. C'est pas simple votre question parce qu'elle est trop globale. Hein. La sécurité alimentaire, pour qui et où? C'est pas la même chose de répondre à cette question dans les pays dont M. Givoso parlait avec beaucoup d'éloquence, au Niger et ailleurs, là où il y a en plus de la sécurité politique, et puis de répondre en France ou en Europe. Donc je me méfie un peu de... Mais je dirais, le défi est celui d'une croissance écologique, pour moi. Ça peut valoir pour tout le monde, mais avec des problèmes évidemment différents. Mais voilà pourquoi aussi je pense que l'Europe doit rester en tête de ce combat pour une croissance agricole écologique, rester une terre de production industrielle et agricole. Croissance écologique, c'est possible, et être capable de coopérer, de transférer, notamment en matière de recherche agronomique, robotique, digitale, les éléments de recherche dont l'agriculture a besoin. Croissance écologique. Voilà. Croissance écologique, donc pour Michel Barnier. Thierry Blandiner. J'ai rien à rajouter. Croissance durable, plus d'innovation, expliquer que l'innovation c'est la clé, et mettre plus de moyens dans l'innovation, la recherche,
imaginer une nouvelle plante résistante à la sécheresse, investir plus. Donc collectivement, à l'échelle des politiques publiques, au niveau européen, avec une visibilité aussi sur l'Afrique, donc ne pas rester replié que sur l'Europe, mais montrer que l'Europe fait partie de la solution, puisque en Afrique, on sait que de toute façon, on ne pourra pas nourrir 100% avec la production locale, donc hybrider le système économique et être présent sur le partenariat avec les pays africains pour aider à co-construire des filières durables. Alain Chibozo. Écoutez, moi je dirais que je souscris 100% et je dirais que pour moi ma conclusion c'est faire de nous, la Banque ouest africaine de développement, un importateur de solutions et qu'on est ouvert à tous et toutes les bonnes volontés. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que en fait, c'est quasiment un devoir pour tout le monde parce qu'on le sait aujourd'hui. Si on ne règle pas ces problèmes, c'est des problèmes qu'on va devoir exporter. Et donc, je préfère voir nos pays, notre banque de développement, comme un importateur de solutions pour fixer nos populations, plutôt que à la génération de mes enfants, on en soit encore à parler d'exporter les problèmes vers chez vous. Voilà. Catherine Megan. Long-term investment. L'investissement à long terme dans l'agriculture, dans le développement agricole. Il ne s'agit pas que de la chose qui est bien à faire moralement, ça fait un sens politiquement et ça fait un sens économiquement. L'investissement à long terme dans l'agriculture est la seule manière dont nous allons atteindre le ODD 2, plus de faim dans le monde. Is national security. La sécurité alimentaire, c'est la sécurité nationale. Ça détruit en fait les liens entre les crises et la faim dans le monde. Sur le long terme, il faut une sécurité alimentaire. Ça peut, pour chaque dollar investi aujourd'hui, ça a un impact à décupler dans 10 ans. Merci. Et pour moi, le défi, ce sont les priorités. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les priorités ne sont pas les mêmes. En Afrique, en Europe, je parle du cas du blé. Aujourd'hui, il y a des variétés de blé OGM qui sont développées dans des pays comme l'Argentine et des pays comme le Brésil et d'autres grands pays ont autorisé l'importation de ces blés. Maintenant, est-ce qu'il faut rester pour l'Afrique, est-ce qu'il faut rester en parlant de développement durable, de blé, de traçabilité, laisser les populations avoir faim, ou bien il faut ouvrir sur certaines variétés qui permettront aujourd'hui de nourrir, de développer l'Afrique, mais également, donc les défis ne sont pas les mêmes et je crois qu'il y a un vrai sujet à dire. Merci. Merci. Voilà, Akiko, pour clôturer cette session, clore cette session, oui. Un petit mot. Je pense que nous avons appris dans cette session à aborder la sécurité alimentaire en dépassant cette vision de crise ou d'humanitaire pour aller vers des solutions structurelles qui reconnaissent le droit à l'alimentation comme un droit humain qui ressort de la dignité des hommes, la souveraineté alimentaire à l'échelle individuelle et la souveraineté, une sorte de souveraineté alimentaire, non pas à l'échelle peut-être complètement nationale, mais à l'échelle des régions et des régions du monde. Et donc un mot, s'il était un mot, ce serait coopération, interdépendance. Merci. Merci Akiko. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette session. Merci à vous et très bonne suite de programme.